Cette vidéo est sponsorisée par La Nouvelle École qui vous propose une formation pour faire de l'impression 3D, spécialité reconstitution historique. J'en reparle plus en détail à la fin de la vidéo. Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui, petit air de vacances, je vous emmène sous les tropiques car ça fait un petit moment sur la chaîne qu'on ne s'y est pas rendu. Nous sommes en 1942 sur le théâtre du Pacifique et un petit rappel des faits s'impose. Quelques mois plus tôt, le 7 décembre 1941, le Japon inflige de gros dégâts à la flotte américaine basée à Pearl Harbor, faisant entrer en guerre les Américains dès le lendemain. Quelques semaines plus tard, le 18 avril 1942, les Américains se vengent et bombardent Tokyo et d'autres villes japonaises via l'audacieux Raid Doolittle. Puis vient ensuite deux affrontements majeurs. Au début du mois de mai, les Japonais, qui ne cessent de se déployer depuis des mois dans tout le Pacifique, voient leur progression au sud stopper. C'est la bataille de la mer de Corail. Un mois plus tard, en juin 1942, les Japonais décident de neutraliser la puissance américaine dans le Pacifique. C'est la bataille de Midway. Le problème, c'est que ça ne se passe pas comme prévu pour les Japonais puisque c'est les Américains qui sortent vainqueurs de ce duel. Les Japonais perdent notamment un croiseur lourd et 4 porte-avions. C'est la fin de leur domination dans le Pacifique. Jusque-là, les Américains étaient sur la défensive dans le Pacifique, mais ces victoires stratégiques leur donnent l'opportunité de reprendre le dessus. Ils peuvent alors se lancer dans leur offensive et la finalité de celle-ci est bien sûr d'aller attaquer le Japon sur son sol, à moins bien sûr de le faire capituler avant. Mais l'Empire japonais ne compte pas céder du territoire si facilement et se battra pour chaque bout de terre. Pour garantir leur progression, les Américains doivent donc combiner la synergie de leurs forces terrestres, navales et bien sûr aériennes. Or, pour utiliser de l'aviation sur une si grande échelle, il faut des bases aériennes, et pour cela, il suffit juste de capturer des territoires. J'adore ton optimisme. La logique est donc la suivante, débarquer des troupes sur des îles, supprimer les Japonais qui s'y trouvent, construire ou capturer des aérodromes, et ensuite passer aux îles suivantes. En progressant de la sorte, d'île en île, d'archipel en archipel, les Américains parviendront à se rapprocher du Japon, qui sera alors à la portée de leur aviation. À l'été 42, les Alliés choisissent alors de se concentrer sur les îles Salomon, un protectorat du Royaume-Uni, et plus précisément sur l'île de Guadalcanal. À côté d'elle, on trouve la petite île de Tulaji, où les Japonais disposent d'une base d'hydravion, mais l'île qui inquiète le plus les Américains, c'est celle de Guadalcanal, une île de plus de 5000 km² sur laquelle début juillet 42, les Japonais sont en train de construire un aérodrome. Guadalcanal deviendrait alors une base avancée des Japonais et permettrait de menacer les lignes de communication avec l'Australie. Cette base permettrait également la couverture aérienne pour une contre-attaque des forces navales japonaises dans le Pacifique Sud. Bref, les Alliés l'ont décidé, si une base voit le jour sur cette île, il est hors de question qu'elle soit japonaise. Le 7 août 42, après une préparation intense les jours précédents, 11 000 Marines se débarquent à Guadalcanal sur la plage de Tenaru, où ils ne rencontrent aucune résistance. Ils poursuivent leur progression et s'enfoncent dans l'épaisse jungle tropicale. Bien qu'ils ne l'aient pas encore rencontré, les Marines prennent très vite conscience de la présence de l'ennemi. C'est à ce moment-là précis que vous prenez conscience plus que jamais que vous n'êtes pas tout seul sur l'île. Finalement, dès le lendemain, l'aérodrome est capturé. Les 2000 Japonais présents sur l'île, pris par surprise, l'ont en effet abandonné et se sont enfuis dans les terres. L'aérodrome, toujours en construction, est renommé Anderson Field, en mémoire du major Lofton Anderson, tué lors de la bataille de Midway. Dans la nuit qui suit, la marine japonaise surprend les navires américains stationnés devant l'île. Totalement dépassés, les Américains perdent 4 croiseurs et plus de 1000 marins et se retirent avec le reste de la flotte. Les Marines présents sur Guadalcanal se retrouvent seuls et sans leur matériel lourd, puisque celui-ci n'a pas eu le temps d'être déchargé. Bon, entre-temps, l'aérodrome est rapidement achevé et ça permet aux Américains de recevoir pas mal de matériel, notamment plusieurs dizaines d'appareils qui leur permettent de détruire les bombardiers ennemis survolant la zone, ainsi que d'empêcher les navires japonais de circuler autour de l'île durant la journée. Néanmoins, la nuit, les Japonais se servent de destroyers rapides pour débarquer des troupes sur l'île en un éclair. Cet acheminement, baptisé Tokyo Express par les soldats américains, permet aux Japonais de grossir leur rang sur Guadalcanal en un temps record. Une force jugée suffisante pour attaquer le périmètre défensif américain aménagé autour de l'aérodrome. Plusieurs gros affrontements, souvent suicidaires de la part des Japonais, ont alors lieu. C'est le cas par exemple à Tenaru dès le 21 août où plus de 900 Japonais chargent contre les lignes américaines. Les forces impériales sous-estiment leur ennemi américain et sont décimées, il n'y a que 15 survivants.
Même chose dans la nuit du 13 septembre où 3000 soldats japonais attaquent la crête d'Edson et sont écrasés par les défenseurs américains, seulement 800. Bon, évidemment les rangs japonais grossissent, mais les rangs américains aussi. Je vous parlais tout à l'heure d'une bataille navale nocturne qui a contraint la flotte américaine à se retirer, mais évidemment c'était pas définitif. Les Américains ont réussi petit à petit à recevoir des troupes, du matériel et notamment des avions sur l'aérodrome. D'ailleurs cet aérodrome, à la longue, les Japonais ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Et je parle pas du bol de riz. La blague est valide. En effet, ils aimeraient bien pouvoir le bombarder, mais par voie aérienne c'est impossible puisque les appareils japonais sont systématiquement abattus par les chasseurs américains, et le bombarder par voie navale, ça nécessite de s'approcher un minimum de l'île sans se faire repérer. Et ça aussi c'est pas forcément simple, en tout cas de jour. Dans la nuit du 14 octobre, 2 croiseurs japonais parviennent à se hisser à 16 km au large de la côte nord et ouvrent le feu sur l'aérodrome. Les 2 pistes sont fortement endommagées, presque tout le carburant est incendié, la moitié des appareils américains est détruite et il y a 41 morts. Néanmoins, en quelques heures seulement de réparation, la piste redevient opérationnelle, les Américains reçoivent rapidement de nouveaux appareils ainsi que du carburant par avion de transport, bref, l'aérodrome n'est pas neutralisé très longtemps. Dans le même temps, grâce à leur convoi, les Japonais sont désormais 40 000 sur Guadalcanal. Le 23 octobre, une 3e offensive majeure en direction de l'aérodrome est alors envisagée, mais cette fois-ci venant de 3 directions à la fois. Les Américains, composés des Marines et de l'armée de terre, sont bien en place derrière leur défense. Les Japonais, une nouvelle fois, sont désorganisés, enfin en fait ils ont des gros problèmes de communication, et du coup les attaques, plutôt que d'avoir lieu tout en même temps, elles surviennent les unes après les autres dans un désordre absolu, facilitant grandement le boulot pour les Américains. C'est quand même magnifique une armée bien coordonnée, hein. Bah quoi, vous allez pas me dire qu'on a pas l'air con avec nos drapeaux, ça fait 1 heure qu'on fait des signes, y'a pas un qui va dans le même sens. Résultat, une nouvelle fois, c'est un carnage, les Américains ne perdent qu'environ 80 hommes, là où les Japonais en perdent plus de 2000. D'ailleurs, les Américains, conscients de cette grande victoire, décident de mener une grosse contre-attaque afin d'écraser les troupes impériales. De nombreux détachements établissent le contact avec les Japonais, qu'ils éliminent dans la foulée. Durant le mois de novembre, la marine impériale japonaise envisage à nouveau de s'approcher de nuit afin de bombarder l'aérodrome et de débarquer des troupes. Mais les Américains l'apprennent et renforcent leur vigilance. De nouveaux affrontements navals s'ensuivent alors, au cours desquels de lourdes pertes sont à déplorer des 2 côtés, mais surtout du côté japonais. Sur l'île, les Américains sont désormais 50 000. Les Japonais sont donc en nette infériorité numérique, les convois de ravitaillement ne suffisent plus à compenser les 50 morts par jour qu'ils ont désormais, dus aux maladies et à la malnutrition. De plus, ces convois ils prennent des gros risques et ça coûte énormément de pertes navales. La décision est alors prise d'abandonner Guadalcanal afin de mieux employer les troupes ailleurs. Les forces japonaises commencent à se retirer durant le mois de janvier 43 et quittent définitivement l'île début février. Les Américains remportent la bataille. Une bataille qui aura donc duré près de 6 mois et qui a donc un bilan humain fortement élevé. Si on inclut les pertes chez les marins, Guadalcanal a coûté aux Américains plus de 6000 hommes, là où elle en a coûté plus de 25 000 côté japonais. Au niveau matériel, les 2 camps ont perdu près de 30 navires chacun et plusieurs centaines d'avions. Il faut savoir aussi que dans les pertes humaines, toutes n'étaient pas dues au combat. Beaucoup ont été dues aux nombreuses maladies tropicales régnant sur l'île, notamment la malaria. Les combattants vivaient en effet dans la chaleur, l'humidité, la maladie, la malnutrition et bien sûr la peur. Peur que ressentiront en particulier les Américains puisqu'ils font face à un ennemi extrêmement sauvage qui laisse derrière lui des corps démembrés, voire décapités, qui est prêt à faire des charges suicides à la baïonnette ou encore à se faire sauter à la grenade une fois fait prisonnier. Bref, le soldat japonais est bestial et ne semble pas avoir peur de la mort. Et psychologiquement, cette dimension-là, elle pèse très lourd dans les rangs américains. On leur avait promis les tropiques, mais c'est finalement en enfer que s'affrontent les combattants du Pacifique. Enfin, bien sûr, une petite précision, durant ces 6 mois, évidemment, tous les Japonais et Américains ne sont pas concentrés que sur Guadalcanal. Dans le Pacifique, la zone de conflit est très vaste, les Américains choisissent d'attaquer Guadalcanal, mais en parallèle, il y a des offensives à d'autres endroits, comme la Nouvelle-Guinée par exemple. Après leur défaite à Guadalcanal, les Japonais deviennent clairement sur la défensive et le seront jusqu'à la fin du conflit. L'île devient une base majeure pour soutenir la progression des forces alliées dans le Pacifique, c'est-à-dire les Américains, mais aussi des Britanniques, des Australiens et encore bien d'autres factions. Mais tout ça, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous a plu. Comme je l'évoquais en début de vidéo, cet épisode est sponsorisé par la Nouvelle École qui vous propose une formation afin de maîtriser la modélisation sur une imprimante 3D, spécialité reconstitution historique.
En gros, vous allez apprendre à modéliser en 3D des armes, des grenades, des badges, des gourdes et tout autre objet qui vous ferait envie. L'idéal si vous prévoyez des rassemblements historiques ou des tournages. La formation coûte 2490 € mais est entièrement finançable par le biais de votre CPF. Si vous avez des crédits formation qui dorment, c'est le moment de les utiliser. Le prix comprend la formation avec un accompagnateur mais aussi votre propre imprimante 3D ainsi qu'1 kg de matière pour réaliser vos premières créations. Si tout ceci vous intéresse, je vous mets le lien dans la description et vous laisse aller y jeter un œil. C'est la fin de cette vidéo, comme d'habitude si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et à la commenter, c'est très important pour le référencement de la chaîne, c'est ce qui lui permet d'exister. On n'oublie pas de mettre un pouce, on n'oublie pas de s'abonner, et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien.